Alors, dans la première vidéo, je vous ai rappelé ce que c'était que la mondialisation et pourquoi on l'étudiait. Le premier chapitre de ce thème porte sur le fonctionnement de la mondialisation. On essaye d'en comprendre un petit peu la logique ou les logiques de fonctionnement. Je vous rappelle que la mondialisation, c'est un phénomène qu'on doit envisager sous plusieurs angles. C'est bien sûr un phénomène économique, puisque c'est principalement l'augmentation des échanges de produits, des échanges commerciaux. Mais c'est aussi un phénomène politique, puisque ces échanges, ils ne se font pas en dehors de toute décision, non, ce sont bien des gens, des acteurs politiques, des décideurs qui ont décidé de mettre en place une organisation qui facilite les échanges commerciaux, par exemple. Et puis, c'est un phénomène aussi politique, la mondialisation, puisqu'il y a une diffusion des idées et des modèles politiques à travers le monde. Troisièmement, c'est un phénomène culturel, puisque les échanges favorisent la diffusion aussi des modes de vie, des manières de se vêtir, des manières de se nourrir, qui peuvent créer une certaine uniformisation culturelle à l'échelle de la planète, qui n'est pas du tout totale évidemment, mais ces échanges existent. Et troisièmement, c'est un phénomène aussi technique, ça je l'ai bien rappelé dans la première vidéo, puisque les progrès techniques des transports, des télécommunications sont la condition sine qua non de la mondialisation. C'est parce qu'il y a ces progrès techniques qu'il peut y avoir ces échanges. D'accord. Donc il faut bien toujours envisager ces quatre aspects-là. Dans une composition sur la mondialisation, par exemple, vous pouvez tout à fait faire des paragraphes qui reprennent ces 4 dimensions de la mondialisation. Et en tout cas, en introduction, ce serait vraiment bien et nécessaire de le rappeler. Un défaut facile à avoir, c'est de traiter la mondialisation sous un angle uniquement économique, puisque c'est un phénomène qui est évidemment un phénomène économique capital. Donc il faut bien que vous fassiez attention à toujours vous poser la question, qu'est-ce que ça signifie aussi, ou comment ça marche aussi du point de vue politique, du point de vue culturel, du point de vue technique, etc. Bien. Alors, comme je vous l'ai rappelé, la mondialisation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un système d'échange à travers la planète. Donc c'est pour ça que mon grand A était donc l'idée principale, que sont ces échanges, que sont ces flux sur la planète. Ce qu'il faut retenir, c'est bien que les flux ont une ampleur inégalée, qu'il n'y a jamais eu autant d'échanges matériels, humains, immatériels sur la planète. Ça, c'est vraiment l'idée clé qu'il faut que vous reteniez, qui est quand même très simple. Ensuite, les flux sont principalement des flux de marchandises. Les marchandises peuvent être des produits miniers, des produits pétroliers, énergétiques, etc., les produits agricoles et puis des produits manufacturés, c'est-à-dire qui ont été fabriqués dans des usines et qui parfois du coup ont circulé plusieurs fois sur la planète avant d'arriver au lieu de consommation. Je vous rappelle, consultez les cartes dans votre manuel, que la majorité des échanges se fait à l'intérieur des zones, pour ce qui est des produits manufacturés, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'Amérique, etc. Les échanges évidemment de produits miniers ou agricoles dépendent aussi de leur lieu de production. Exemple du café qu'on a vu en classe, le café ne pousse que dans la zone intertropicale, donc évidemment c'est de là qu'il va partir, et puis il se trouve qu'il est consommé essentiellement dans les pays du Nord et aujourd'hui dans les pays émergents, donc ça explique l'organisation des flux. Il faut que vous puissiez, sur chaque carte, commenter un petit peu cette organisation des flux. Donc des flux de marchandises, ensuite des flux humains, alors ça c'est la circulation des gens. Les gens peuvent circuler sur la planète soit pour changer de pays, pour chercher de meilleures conditions de vie, ou pour tout simplement chercher la sécurité. Ça, c'est les migrants. Les migrants, il faut retenir que c'est un phénomène très médiatique et très important, mais qui concerne finalement assez peu de personnes, c'est-à-dire 3% à peu près de la population mondiale, entre 200 et 220 millions depuis les années 2010. Et qui sont donc essentiellement des migrations de survie et des migrations de travail. Ces migrants participent à la mondialisation, ils en sont un des moteurs principaux. Il y a aussi les touristes qui sont là beaucoup plus nombreux puisqu'ils sont 1 milliard par an, qui viennent essentiellement des pays riches et qui se rendent essentiellement dans les pays riches, dans les pays du Nord. Les touristes qui favorisent aussi la mondialisation en entraînant avec eux tout un tas d'échanges commerciaux, d'idées, de circulation, etc.
Donc, les marchandises, les hommes, et puis troisième chose, c'est les flux immatériels qui sont là aussi très très importants. Les flux de capitaux, c'est ça qui permet les échanges commerciaux en général. La bourse, ça c'est des flux immatériels qui se font en temps réel à l'échelle de la planète grâce au progrès technique, là encore. Mais c'est aussi les circulations d'idées, de modes de vie, de références, de façons de voir, etc. qui vont profondément changer nos modes de vie à tous dans le monde entier. D'accord ? Les facteurs, je n'y reviens pas, ce sont des facteurs technologiques, les progrès dans les transports et dans la communication, et les facteurs politiques, la diffusion du capitalisme et du libéralisme. Je vous refais la petite parenthèse qu'on a fait en cours la dernière fois, puisque visiblement c'était pas clair pour vous. C'est très très important d'avoir compris ça. La mondialisation, elle est favorisée par le fait que des décideurs décident de mettre en place des systèmes économiques et politiques dans lesquels il y a peu de règles, moins de règles sur l'organisation du travail, de l'économie, etc. pour favoriser le jeu du marché, les échanges, le commerce international. C'est les idées libérales en termes économiques et qui guident la mondialisation telle qu'elle est actuellement. D'accord ? Donc ce sont des décisions politiques qui sont à l'origine de cette mondialisation. Et d'ailleurs, à l'origine des critiques actuelles aussi qui existent sur la mondialisation. Donc, première idée, premier constat en quelque sorte, la mondialisation, c'est des échanges. Des échanges partout sur la planète, de tout. C'est assez simple comme idée. Là-dessus, ce que vous devez retenir comme connaissance, c'est quelques chiffres clés. Quelques chiffres clés sur le volume du commerce de marchandises, le volume des échanges humains, et puis connaître peut-être quelques inventions, quelques progrès techniques que vous pouvez décrire un peu précisément dans une dissertation. Donc ça, en termes de faits, en termes de fiches, je pense que c'est facile à faire. Il n'y a pas des connaissances énormes à connaître, mais vous devez bien pouvoir identifier ces processus et les reconnaître sur une carte ou les commenter. Voilà pour le premier aspect, la première grande idée sur la mondialisation. Deuxième grande idée, c'était donc le grand 2, la mondialisation implique des décisions qui se prennent à l'échelle de la planète. C'est logique. S'il y a des échanges qui se font à l'échelle de la planète, c'est parce qu'il y a des décisions qui se font à l'échelle de la planète. Qui sont ces gens qui décident à l'échelle de la planète ? Je vous rappelle la notion d'acteur géographique. C'est quelqu'un, donc soit une personne, soit une organisation, qui prend des décisions qui ont un impact sur les lieux, sur les territoires. Donc qui sont les acteurs géographiques qui sont à l'origine de la mondialisation ? Donc là c'est simple. Il y a d'abord les grandes entreprises, on l'a vu en détail, donc c'est FTN, qui s'installent sur plusieurs continents pour bénéficier des avantages de chaque pays. Elles vont aller là où les gens sont bien formés pour pouvoir avoir des labos de recherche, là où les gens ne coûtent pas très cher pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre en quantité, etc., etc. Donc elles décident à l'échelle de la planète. Premier acteur géographique, très important dans la mondialisation, les firmes transnationales. Deuxième acteur géographique très important, c'est toutes les organisations interétatiques, internationales. Donc ça, je vous ai fait un cours très rébarbatif la dernière fois pour repérer bien ces différents acteurs. Il faut que vous les connaissiez à la fois en histoire et en géographie. Ces acteurs, c'est donc les organisations internationales qui prennent des décisions qui vont concerner l'ensemble de la planète ou l'ensemble des pays qui adhèrent à l'organisation en question. Donc, elles sont nées pour la plupart à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour favoriser la coopération entre les pays et la paix. Elles ont pour la plupart changé un petit peu d'objectif en cours de route et aujourd'hui leur rôle est parfois contesté, parfois en train d'être modifié. En tout cas, elles sont les acteurs principaux de la mondialisation là aussi. C'est l'ONU dans le domaine politique et puis c'est surtout dans le domaine économique, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, le G8 et aujourd'hui le G20 qui discutent, travaillent sur les politiques, les perspectives économiques entre les États à l'échelle mondiale. Premier acteur, les entreprises. Deuxième acteur, les organisations internationales. Troisième acteur, les États. Les États, on pourrait avoir l'impression qu'ils n'ont plus tellement d'importance au milieu de tout ça.
Si les entreprises décident tout, si les organisations internationales décident tout, les pays, qu'est-ce qu'il leur reste? Attention, les États restent des acteurs principaux dans la mondialisation. D'abord parce que c'est eux qui décident de participer ou pas. C'est eux qui décident d'attirer les entreprises ou pas. C'est eux qui décident de participer aux organisations internationales ou pas. La Corée du Nord, qui veut être isolée du reste du monde, est isolée du reste du monde. Les États-Unis, qui participent à toutes les instances internationales et qui échangent énormément avec le reste du monde, échangent énormément avec le reste du monde. D'accord ? Donc les États gardent la compétence principale qui est de vouloir ou pas participer à la mondialisation et d'avoir les moyens de le faire ensuite ou pas, mais de mettre en place ou pas une volonté politique pour participer à la mondialisation. Donc attention, les États ne sont pas du tout effacés par le fait qu'il y ait d'autres acteurs à l'échelle mondiale, c'est eux qui décident de les mettre en place, d'y participer ou pas. Donc les États, acteurs très importants de la mondialisation. Quatrième acteur, la société civile. C'est le terme qu'on utilise pour parler principalement des associations, des gens, des consommateurs dans le domaine économique, des citoyens dans le domaine politique, qui s'organisent pour défendre des idées. Donc, à l'échelle mondiale, certains de ces acteurs de la société civile, certaines associations, les ONG, organisations non gouvernementales, ont un impact très fort pour défendre certaines idées ou critiquer certaines idées. Je pense par exemple à Greenpeace qui va, dans le domaine de l'écologie, miser sur des actions très médiatiques, très fortes pour alerter des gouvernements, changer des décisions, alerter la population, les consommateurs sur des décisions qu'ils veulent contester. Donc ces acteurs peuvent avoir un rôle très important. Ils peuvent influencer énormément des décisions qui vont être prises au niveau local ou au niveau international. Ce sont donc, quatrième acteur, des acteurs très importants de la mondialisation. Enfin, acteurs qui agissent à l'échelle mondiale de façon non officielle mais néanmoins importante, ce sont les acteurs de la mondialisation grise. C'est le terme qu'on utilise pour parler de la mondialisation illicite, informelle, illégale. Il s'agit donc des mafias qui organisent des échanges à l'échelle mondiale pour le trafic de drogue, mais aussi la prostitution ou le trafic d'armes. Et puis ce sont aussi les paradis fiscaux, qui sont des petits États dans lesquels les règles de fiscalité, de secret bancaire, etc. sont quasi inexistantes, qui permet aux entreprises, mais aussi aux États et aux particuliers de pouvoir faire transiter par eux des capitaux qui seront ainsi beaucoup moins taxés. Donc les paradis fiscaux sont des acteurs très importants de la mondialisation puisque par eux circulent énormément de capitaux légaux ou illégaux sur l'ensemble de la planète. Bien. Donc, pour résumer, la mondialisation, c'est un processus qui est caractérisé par des échanges de tout type, à toutes les échelles, sur toute la planète. Et ces échanges, ils sont favorisés par des acteurs qui sont à la fois des acteurs économiques, comme les entreprises, des acteurs politiques, comme les États ou les organisations internationales, des acteurs de la société civile et des acteurs illicites. D'accord ? Là encore, c'est assez simple, je pense, de résumer ce cours. Vous devez connaître chacun